Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vous savez, mon cher ami, quand le mal temps vient, il faut que le bon temps retourne autour d'un verre de vin. Je vais pas être gentil avec vous. Les éoliennes en France ne servent à rien. On est en train de nous pourrir notre qualité de vie. Je vous demande instamment de faire baisser cette pression. Salut les Gaulois, aujourd'hui on est dans les Pyrénées, on se retrouve pour la fête de l'ours. Sans ça, c'est pas des gilets jaunes que vous allez avoir. Vous allez me répondre parce que je vais pas être gentil et vous aurez envie de me répondre. Quand on boit bon, le péché s'éloigne. Aujourd'hui on est en Savoie et on fête la démontagner. Vous êtes le symbole de pourquoi ce pays ne marche pas. Pas boire un verre pour la pauvre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, a dit notre président favori, bien-aimé, le seul rire rouge de notre cœur, Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre, il l'avait dit il y a 5 ans, et apparemment ça continue. On l'a dit, à bas bruit, à haut bruit, en soft, en hard, et hélas avec des morts. Et aussi avec un certain nombre de pollutions qui se cachent sous le masque bienfaisant de la dépollution. On va en parler. Les éoliennes, ces intermittentes du spectacle, il paraît que ça va sauver la planète. En attendant, ça fait quand même quelques troubles, j'allais dire quelques ravages, dans plusieurs régions de France. Et on va en parler. On va en parler parce que ça se passe dans le Champenois. Et voilà, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec un certain nombre d'installations. Et puis, on va parler aussi, effectivement, de la tradition. De la tradition, c'est quoi? Eh bien, le guide gaulois. Vous allez me dire, c'est quoi le guide gaulois? Non, ce n'est pas l'itinéraire d'Astérix. C'est quelqu'un qui a répertorié toutes les fêtes traditionnelles de France et de Navarre. Et vous savez qu'en ce moment, on a envie que ça disparaisse. Oui, certains ont envie que tout ce qui est français, gaulois, tout ça, non, ça doit disparaître parce que ça doit se fondre dans la globalisation de notre petite planète. Eh bien, écoutez, il y en a qui sont pas d'accord, et quand on voit certaines fêtes et quand on insiste, on est assez d'accord avec eux. Et puis on va parler évidemment d'un certain nombre de perles, de huées, bravo François Bégodeau, on va parler de ce qui se passe avec la liberté d'expression entre Charlie Hebdo et la Furia, on va parler aussi du bon sens de Mourad Boudjelal qui atomise un syndicaliste de Sudrail, et puis à 13h, la culture dans tous ses états, et avec Céline Alonso, nous allons recevoir Pierre Réhov et Stéphane Simon qui parlent de tout ce qui se passe effectivement au Proche-Orient, Gaza, Palestine, Israël, le 7 octobre 2023 et ses conséquences. Restez avec nous, ça va accrocher et attachez vos ceintures, ça va être très 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 bardant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et qui aime les éoliennes? Oui, il y en a un certain nombre, effectivement. Nous ne prenons pas parti ici. Nous disons simplement que il y a un problème, et depuis le temps qu'on en parle, notamment avec Fabien Bouglet et puis beaucoup d'autres. Et puis là, il y a quelque part en Champagne des habitants, des associations qui luttent contre l'implantation d'éoliennes dans leur commune. Pourquoi n'aiment-ils pas le grand vent de l'Ouest? N'aiment-ils pas effectivement autant l'emporte le vent ou le haut de le vent? Pas vraiment. Eh bien, on va en parler avec eux. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. J'ai vu des bons vivants marcher dans les campagnes. J'ai vu de braves gens chanter pour leurs compagnes. Les bons vivants, oui, les bons vivants. Écoutez, nous, évidemment, qui n'aime pas les bons vivants, qui n'est pas pour la vie. Eh bien, on va parler de ce qui se passe actuellement du côté du collectif Environnement Champenois. Et on va commencer à parler, ils sont 3, Marc Collard, Stéphane Dubois, Xavier Letchimy. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Marc Collard, vous êtes agriculteur, vous êtes un jeune agriculteur, et vous êtes président de l'association Non aux éoliennes à Courtiou. Pourquoi Non aux éoliennes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai appris il y a quelques mois que du coup un projet éolien allait être accepté proche de la commune. Et du coup, Courtiou, rappelez-nous où est Courtiou exactement. Donc ça se situe dans l'Aube. Dans l'Aube, d'accord. Nogent-sur-Seine, limite Seine-et-Marne. D'accord. Et du coup, c'était un projet qui a été très peu médiatisé par les élus. Et du coup, projet de combien d'éoliennes? 7 éoliennes. 7 éoliennes. 7 éoliennes à proximité des habitations, donc à 700-800... Approchez-vous du micro. Donc à 700-800 mètres
des habitations, donc ça reste quand même très proche. Et puis cette éolienne d'un coup, alors qu'on on en voit déjà au loin et sont déjà présentes dans le paysage. Et tout près enfin pas très loin des maisons. Voilà, pas c'est ça, très près des maisons. Et en faisant un peu le tour des habitants pour aussi comprendre si les gens aussi étaient informés, souvent c'est les personnes les plus proches du projet qui ne sont pas informées et qui prennent ça un peu... projet qui existe depuis quand, d'après ce que vous avez? Projet qui a été lancé en 2014. D'accord. Donc on voit un peu des affiches un peu par quelques fois, mais quand on discute avec les gens, ils pensent que depuis ce temps-là, en fait, le projet est abandonné. Sauf qu'en fait, il est bien en cours et c'est en cours un peu d'analyse de l'environnement. Et c'est prévu pour quand, en principe, enfin l'installation de ces éoliennes? L'installation, ce serait prévu si du coup tout se déroule dans leurs intérêts d'ici 3 ou 4 ans. D'accord. Alors vous avez contacté effectivement, vous avez pris conscience avec un certain nombre de gens et vous êtes pas. Pourquoi vous êtes contre? Alors moi je suis contre parce que déjà en tant qu'agriculteur on essaye de nourrir un maximum la planète vu que c'est aussi la problématique et du coup on essaye de préserver nos surfaces pour produire un grand nombre puisque c'est ça aussi ce que les personnes veulent et du coup réduire aussi cette surface-là pour produire de l'énergie qui à mon sens n'est pas forcément si verte qu'on peut le penser. C'est un petit peu une erreur, quoi. Alors, vous avez contacté, donc, effectivement, le collectif Environnement Champenois, qui est évidemment près de chez vous. Le collectif Environnement Champenois, vous êtes président Stéphane Dubois, c'est ça? Absolument. Vous êtes consultant informatique. Vous regroupez, si j'ai bien compris, 20 associations de protection de l'environnement. Tout à fait. Aujourd'hui, on rassemble 20 associations, donc, de la Marne et de l'Aube, des associations de protection de l'environnement qui ont effectivement un regard critique sur cette industrialisation qu'on constate sur notre territoire. Et donc on vient aider à informer le plus honnêtement possible, le plus exhaustivement possible les habitants sur le sujet des énergies renouvelables intermittentes, en particulier éolien et photovoltaïque, qui dans notre secteur, Xavier vous en parlera aussi, c'est absolument anarchique. Et même on pourrait dire outrancier à tel point des densités d'éoliennes. Là, je vous ai fait transmettre une carte. Dans un rayon de 30 km, il y a près de 600 éoliennes. C'est-à-dire qu'on a des paysages... 600 éoliennes dans un rayon de 30 km. Avec encore des éoliennes en instruction. Donc c'est-à-dire des futurs projets qui sont en passe d'être construits. Faites un tour dans cette plaine et puis on a la Somme. Les Hauts-de-France aussi sont ravagés. Aujourd'hui, ça va être tous les littoraux. Donc nous, on est très sensibles à notre cadre de vie, ce bien commun qu'on essaie de préserver à tout prix parce que les gens qui viennent à la campagne, je pense que c'est en particulier pour la quiétude, les paysages. Et aujourd'hui, on a des secteurs véritablement ravagés. Alors justement, ces secteurs ravagés, on va en parler. Xavier Letchimy, vous êtes ancien chef d'entreprise, vous êtes porte-parole du collectif et de l'association Don Quichotte, pas par hasard, les moulins à vent. On connaît ça depuis Cervantes. Et dites-moi alors, pourquoi, alors je vous entends, mais au fond, si vous dites, mais qu'est-ce que vous reprochez aux éoliennes? Je dis ça à tous les gens qui disent, oui, mais écoutez, c'est pas possible, les éoliennes, ça ne va pas. Bon, il y a, effectivement, ça tue des oiseaux, etc. Mais on vous dit, mais attendez, au moins ça fournit l'électricité, au moins ce n'est pas polluant, etc. Qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui disent, mais attendez, les éoliennes, c'est quand même très bien? Alors déjà, ce serait très dur pour vous expliquer tout ça. Vous avez des scientifiques qui vous l'expliquent, il y a eu des commissions d'enquête. Vous recevez Monsieur Boulet régulièrement. Maintenant, pour notre partie à nous, c'est vraiment ce qui est spécifique, c'est l'atteinte sur les paysages dans un premier lieu. Et aujourd'hui, quand vous avez des touristes qui viennent en Champagne et qui commencent à dire c'est beau les paysages champenois, mais c'est dommage les éoliennes, faut commencer à se poser des questions. Quand vous avez un rapport de l'UNESCO qui est accablant, et en particulier sur la région du Cézanais, il faut peut-être ouvrir les yeux et prendre des dispositions pour que ce massacre s'arrête. Mais alors, justement, que ce massacre s'arrête, vous dites donc, massacres environnementaux, c'est vrai qu'on peut pas dire que les paysages d'éoliennes, ça je dois dire, sont vraiment, apportent, c'est pas Cézanne qui peindrait des éoliennes ou le grand peintre qui ont fait... Bon, mais quand on vous dit, en quoi je reviens là-dessus, mais même en parlant du Champenois, en parlant de Courtiou, en parlant de tout ça, vous dites, oui d'accord, mais écoutez, ça va vous apporter électricité à bon marché, et que c'est bien pour l'économie, et que c'est bien pour l'économie, même des gens, des paysans, des citoyens qui vivent là.
Vous leur dites quoi? Déjà, quand vous regardez la hausse des factures d'électricité, vous pouvez voir que c'est pas forcément une énergie qui est peu coûteuse, ou comme on nous l'a vendu à l'époque, l'énergie du vent et du soleil, qui était soi-disant une énergie gratuite. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte des coûts qui sont plus qu'astronomiques, et on en voit les conséquences. Les fermetures des commerces, etc., etc., etc. Alors justement, Marc Collard, vous avez parlé, vous dites oui, nous on est là pour nourrir aussi les gens et ça diminue le territoire, ça diminue en face de notre territoire. Mais est-ce que vous, très sincèrement, là, dans votre village et un peu partout, est-ce que les gens vous disent pas, écoutez, bon, c'est bien gentil tout ça, on comprend, oui, on dit pas que c'est très très beau, mais en même temps, regardez, on nous donne beaucoup d'argent pour effectivement pouvoir installer, ça nourrit la commune, ça apporte les compagnies nous subventionnent ou en tout cas nous nourrissent entre guillemets. Et les gens autour de vous, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Ils vous disent quoi? Autour de moi, ils me disent surtout qu'en fait, restent quand même un avis négatif sur ce projet-là. Parce qu'ils estiment que bon, il n'y a pas de plus-value non plus pour la région, à part donc les subventions données pour la commune et pour les propriétaires fonciers, mais en soi, il n'y a pas de création d'emplois puisque les éoliennes viennent de l'étranger, de Chine surtout. Voilà, donc le porteur projet là, dans ce cas précis, il est alsacien, donc il n'y a pas non plus trop de valeur pour le territoire. Et puis eux, c'est surtout aussi la problématique environnementale et aussi la problématique de santé. Puisque voilà, selon la sensibilité des personnes, il y a aussi certains qui peuvent avoir des problèmes avec la proximité des éoliennes. Alors justement, Stéphane Dubois, vous avez regroupé une vingtaine d'associations. C'est quoi, vous, quand on vous dit oui, d'accord, mais écoutez, économiquement, c'est intéressant. On vous dit aussi, effectivement, et personne ne parle de l'intermittence du spectacle, parce que quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? Et quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait, etc. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous? Est-ce que vous arrivez à convaincre les gens et comment ça se passe? Aujourd'hui, on a pu le constater. Vous recevez, comme vous disiez, régulièrement Fabien Bouglet. Et aujourd'hui, c'est de notoriété quand même. Il y a eu une prise de conscience sur ces dernières années, sur ces énergies renouvelables intermittentes qui posent un gros problème sur notre réseau électrique, qui nous coûte un bras en termes d'interconnexion et de frais sur notre réseau, qui pose des problèmes aussi à notre énergie nucléaire. Donc en fait, c'est effectivement cette manne qui vient sur les communes, sur les collectivités et sur les propriétaires. C'est à quel prix on est prêt à sacrifier en fait notre cadre de vie pour une énergie qui aujourd'hui, on le sait, vous avez vu les sénateurs, vous avez reçu Vincent Louot, il y a cette fameuse programmation pluriannuelle qui a même été dénoncée par l'Académie des sciences en disant cette copie donnée par le gouvernement est hors sol en termes de prévision de notre modèle énergétique sur les 10 prochaines années. Oui. Et les pertes de milliards, de dizaines de milliards. À l'heure où notre pays est surendetté, on cherche à faire des économies, on sait que ça nous coûte énormément. Voilà, nous on est pour un moratoire, littéralement, sur l'ensemble du territoire, pas que dans la Somme ou dans la Marne, qui sont pourtant les départements les plus ravagés. Vous voyez, là, ils veulent faire, je crois, je sais, l'éolien en mer, c'est sur le littoral, c'est fois 37 fois. 50 parcs. Tout le littoral. Oui, en mer. Tout le littoral sera ravagé. Et quand les éoliennes sont à moins de 20 km, vous êtes sûr que vous les verrez. La nuit, n'en parlons pas. Dans notre secteur, c'est absolument hallucinant. Donc moi, je voudrais juste mettre le point aussi sur la schizophrénie de notre gouvernement qui a lancé une stratégie nationale sur la biodiversité. Madame Agnès Pannier-Runacher en parle régulièrement. Préserver la vie, préserver les espaces naturels. Et ça va passer en incohérence avec nous, l'industrialisation, parce que c'est une industrialisation qu'on constate sur nos territoires absolument aberrante. Voilà. Oui, et c'est une industrie qui crée ni emploi ni autre. Parce que la France a été désindustrialisée d'un côté et on veut remplacer ça par les éoliennes, c'est ça. Avec une énergie qui nous coûte très cher alors qu'on pourrait s'appuyer sur notre nucléaire, développer d'autres solutions aussi. On n'est pas que des anti-éoliens, on propose aussi des choses dans nos cahiers d'acteurs, comme d'autres sources d'énergie, et on pourrait redonner une énergie compétitive, bon marché, pour justement réindustrialiser, faire des économies, que les Français payent moins cher leurs factures. Voilà, D'ailleurs, vous parliez d'argent. Oui. Excusez-moi de vous couper, mais vous parliez d'argent. Il arrive un moment, il faut savoir pourquoi on a mis des éoliennes. À la base, on a mis des énergies renouvelables, intermittentes, pour lutter contre le réchauffement climatique et en aucun cas pour faire de l'argent. Aujourd'hui, le seul argument pour implanter des éoliennes n'est plus que l'argent. Ça tue les oiseaux, donc on défend plus les éoliennes que les oiseaux. Ça massacre nos paysages.
et on laisse faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'immobilisme et dans l'inconscience le plus total. Vous avez des rapports qui sont accablants, en particulier des rapports de l'UNESCO. Il faudrait peut-être s'éveiller un petit peu, parce que ceux qui ont un intérêt à agir, le plus important, ne bougent absolument pas. On va en parler justement après cette petite pause. On va essayer de voir s'il y a des solutions, encore une fois, à votre niveau, et surtout de savoir si effectivement la plupart des gens, enfin, autour de vous, ont pris conscience ou pas de ce qui se passe, et effectivement d'essayer de voir comment on peut avancer dans cette problématique. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Comment se bat-on ? Comment affronte-t-on ? Comment fait-on au niveau de la ville, au niveau de la commune, au niveau de la région et au niveau du département quand on n'est pas d'accord avec un projet qui arrive d'en haut, qui arrive d'un peu partout, notamment effectivement ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, c'est les éoliennes et éventuellement les panneaux solaires, parce que ne rappelons plus encore une fois, on n'est pas contre, le problème n'est pas être contre, mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de soleil? Petit problème. Et nous sommes avec Marc Collard, Stéphane Dubois et Xavier Letchimy. Stéphane Dubois, justement, à propos du collectif. Décrivez-nous un peu le labyrinthe. Comment on fait, par exemple, mettons-vous, alors voilà, Marc Collard, Stéphane Dubois, Xavier Letchimy, vous êtes tous bénévoles, je le rappelle, bien dit, vous vous battez vraiment depuis des années, en tout cas, contre ce qui se passe de ce point de vue-là. Et comment, comment ça se passe? Par exemple, les gens arrivent, donnent un projet, qui décide du projet, et comment, si on est opposé au projet, comment on peut se battre? Et de quelle façon? Tout va se passer au moment d'une enquête publique, en fait, qui va être organisée sur là où les communes concernées, pendant laquelle les habitants viennent donner leur avis, qu'on peut donner aussi par Internet. D'accord. Et cette enquête publique est supervisée parce qu'un commissaire enquêteur, voire plusieurs commissaires enquêteurs, une commission d'enquête, en fait, qui a pour but... Enquête publique au niveau de la ville, du département, etc. C'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Plus vous donnez des avis locaux, plus ils sont pondérés, enfin ils ont du poids dans l'enquête et ils sont pris en considération par les commissaires enquêteurs. À la suite de quoi, la commission d'enquête émet un avis favorable ou défavorable en fonction du retour du terrain qu'ils ont eu vis-à-vis de la population. Et ensuite, c'est au préfet de toute façon de décider. C'est-à-dire que nous, on a des cas de figure où malgré la mobilisation, donc grâce à nos actions, qui sont donc en fait d'informer les gens, parce que être contre, c'est une chose, mais c'est surtout ce qu'on souhaite depuis le début, c'est plus d'honnêteté intellectuelle, c'est d'être informé le plus largement possible de tout, des aspects négatifs comme des positifs, en particulier des négatifs, puisque vous pensez bien que les promoteurs se gardent d'en parler, et donc effectivement d'essayer d'avoir un avis défavorable de cette commission d'enquête. Le problème, c'est que même avec une forte mobilisation, même avec un avis très défavorable de la commission d'enquête, le préfet peut donner une autorisation de construire. Oui, il peut absolument ne pas tenir compte des résultats de la commission d'enquête publique. Pas du tout. Et donc, à ce moment-là, nous, avec d'autres habitants, nos associations, nous portons recours contre cette autorisation préfectorale. Et là, c'est au tribunal administratif d'appel, donc tout de suite avec des frais d'avocat qui sont énormes, on va pas se le cacher, ça peut aller jusqu'à 20 000 € sur une procédure, donc c'est vraiment énorme. Ouais. Bénévoles que nous sommes, on fonctionne qu'avec des dons, et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a un refus du préfet, et là, à ce moment-là, c'est le porteur de projet qui veut aussi défendre en fait son projet, et qui donc fait un recours. Le promoteur, l'industriel, voilà, etc. Qui fait un recours contre le refus de la préfecture. Et à ce moment-là, nous portons aussi, on va dire, en appui de cette décision préfectorale pour faire en sorte que ce refus du préfet soit respecté. D'accord. Alors, Xavier Letchimy, justement, comment ça se passe? Parce que vous m'avez parlé hors antenne des communications qu'il y a et de certaines propositions du préfet, en l'occurrence. Oui, pour vous donner un exemple, en 2021, les élus marnais titraient dans la presse « Stop aux éoliennes ». Ils avaient donc écrit des lettres au ministre, au président, et commencé à faire un atlas des paysages qui était censé régler le problème du développement anarchique de l'éolien. Sauf que cet atlas des paysages est devenu quelque chose pour accélérer les énergies renouvelables et pour valider certains projets. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on commençait à avoir des consultations pour avis à l'époque dans nos communes. Et on a eu le préfet qui marquait « On déconseille aux élus de faire des consultations pour avis ».
C'est-à-dire que... Vous voulez dire c'était écrit ? C'était écrit dans l'Atlas des paysages. Aux élus de faire des consultations. Et nous, on a trouvé ça un petit peu aberrant parce que on avait confiance en la parole de nos élus qui semblaient de bonne volonté à vouloir faire. Si j'ai bien compris en vous écoutant, les élus ont transformé un projet d'opposition aux éoliennes en un projet d'approbation des éoliennes. D'ailleurs, vous avez eu la loi d'accélération qu'on a appelée ZADER, ZAER, etc., en fin de compte, qui est venue juste après, où on autorisait les projets éoliens et on validait même certains projets qui permettaient de détruire, en fin de compte, des espèces menacées. C'est-à-dire qu'on a remis des clauses qui devenaient de plus en plus imparables dans les enquêtes publiques, quoi. Marc Collard, quand vous écoutez tout cela, est-ce que vous vous sentez pas un peu... vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous n'êtes pas frappé d'un sentiment de faiblesse ? J'allais dire d'impuissance. Est-ce que face à tout cela, est-ce que face à cette machine, il y a des recours ? Bah oui, c'est un peu compliqué au début, puisque... au début, on se retrouve tout seul. Moi, j'ai appris très tard qu'il y allait avoir un projet à proximité de chez moi. Et en plus, je l'ai appris finalement parce que on nous avait demandé si c'était possible de planter des arbres pour cacher la vue des éoliennes. Mais bon, j'imagine que quelques arbres devant cette éolienne, ça cache pas grand-chose. Et cacher ce sein que je ne saurais voir. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Tartuffe fait du vent. Ouais. Et du coup, c'est au fur et à mesure, on commence à être tout seul, puis on discute avec la population, avec les habitants, les voisins. On commence à être un petit groupe. Et ils sont conscients. Et bah, du coup, il y a une prise de conscience après ça. Du coup, bah, après, j'ai échangé avec Xavier et Stéphane. Et du coup, là, on commence à prendre conscience de vraiment l'impact qu'a une éolienne sur nos territoires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut créer un peu une association et communiquer aussi de cet impact-là sur l'environnement. On communique aux élus, on communique aux politiques, à la presse, etc. On essaye aussi de renseigner tout le monde et donner vraiment montrer vraiment ce que vaut un projet comme ça, quoi. Alors justement, est-ce que aujourd'hui, à l'heure où on parle, Xavier Letchimy, Stéphane Dubois, est-ce que vous vous sentez optimiste dans cette lutte ou le chemin semé d'embûches ou travail d'Hercule ? J'ai envie de dire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la prise de conscience au plus haut niveau est en train de se faire, manifestement. Par contre, dans le concret, sur le terrain, les projets continuent, les instructions continuent, les prospections des promoteurs continuent. Donc tout continue sur le terrain, oui, je parle du terrain. Oui, mais ça continue. Donc moi, j'en profite là pour alerter aussi les propriétaires, qui sont quand même en fait les premiers intéressés et premiers responsables de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir des autorisations, des promesses de bail ou de convention avec les propriétaires. Donc je les invite à se renseigner sur les contrats que les porteurs de projets sont susceptibles de les faire signer, de bien faire étudier ça par un notaire ou même des avocats spécialisés sur les contrats, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors évidemment, on vous fait miroiter des sommes quand même très intéressantes. Oui. Pas besoin d'arroser une éolienne, il n'y a besoin de rien faire pour toucher près de 20 20 000 € par an et par éolienne aujourd'hui. C'est 20 000 € par an. À peu près, aujourd'hui, sur les modèles. C'est à peu près. 20, 25 000. C'est dans ces eaux-là. Après, c'est négociable, c'est un peu à la tête du client. Vous avez les chimies, d'accord. Négociable. Donc moi, je crois en cette prise de conscience et l'Académie des sciences, vous avez vu, je le répète, toutes les commissions d'enquête qui ont montré que déjà d'une part, dans notre pays, cette énergie intermittente nous pose plus de problèmes qu'elle nous apporte de bénéfices. C'est montré, c'est expliqué par les plus grands spécialistes. Un certain nombre de gens l'ont dit. Oui, absolument. Voilà. Mais est-ce que les élus, alors Xavier Letchimy, est-ce que les élus, vos élus, là, puisque restons dans votre région, mais enfin c'est valable évidemment, au-delà de votre région, est-ce qu'ils ont pris conscience ou pas ? Ils ont pris conscience de l'opposition, mais ils sont dans le déni. Parce que quelque part, ils ont leur part de responsabilité dans le développement anarchique de l'éolien. Et dernièrement, vous avez Monsieur Franck Leroy qui a participé à une émission. Qui est Monsieur Franck Leroy ? C'est le président du Grand Est. D'accord. Qui dit clairement qu'il n'a jamais entendu parler d'opposition à l'éolien. Alors que vous avez, il était quand même maire d'Épernay, le berceau du Champagne, et vous avez quand même l'UNESCO qui donne des conséquences dans son rapport dramatiques pour certains coteaux champenois. Donc aujourd'hui, on est dans un espèce de déni, on évite de parler de nous et des éoliennes, et on vous montre toujours des belles photos des éoliennes, mais on vous montre pas les mauvaises. Oui, sauf quelques massacres d'oiseaux qui ont été dénoncés et qui ont été dénoncés avec la victoire des partisans des animaux. Mais pas partout. Pas partout, oui, ça c'est clair.
il y a cette réalité d'impact sur la biosphère qu'on ne peut pas nier, que la mission régionale de l'autorité environnementale dans ses rapports lors des enquêtes publiques montre bien qu'il faut, et c'est dans le code de l'environnement, prendre en compte la globalité des projets, pas juste des projets spécifiques, parce que ça amoindrit nettement les impacts. Aujourd'hui, il y en a tellement, et que je pense que si on prenait vraiment l'ampleur de ce que ça peut, l'impact sur la vie-faune, les couloirs de migration, évidemment, quand vous voyez les cartes qu'on vous a transmises dans ces secteurs-là, évidemment qu'il y a un impact sur et la santé des habitants. Nous, on a des gens qui nous témoignent, même à plus d'1 kilomètre d'une éolienne, ça les empêche de dormir. Il y a une réalité aussi de ce côté-là qui n'est pas abordée. En tout cas, soyons clairs tous les trois, vous n'abandonnez pas le combat, au contraire. Exactement. Même si c'est compliqué. Merci à vous trois. Merci, mais vous voyez, il y a des endroits, des lieux et des radios où vous pouvez vous exprimer, et on suivra en tout cas votre lutte. C'est clair. Merci beaucoup. Merci monsieur Bercoff. Quiconque est passé par Bayonne a entendu sa merveilleuse chanson. Et pourquoi ? Parce que justement, et heureusement, dans ces temps difficiles, on fait la fête et on fait plus que jamais la fête. Et ce qui est formidable, ce sont les fêtes traditionnelles, les plus belles fêtes. Vous le savez très bien. Où que vous viviez en France, vous avez entendu et vous avez participé, bien sûr, aux fêtes du village, de la ville, ces traditions qui sont formidables. Juste, je rappellerai, parce que c'est lié avec, nous avons reçu donc ces oppositions aux éoliennes là dans le Champenois. Si vous voulez faire des dons, si vous voulez les contacter, vous allez sur le site internet de ECEP, c'est environnement champenois en péril, ECEP51.fr. Voilà, et puis vous les contactez et vous faites des dons. Ce sont des gens qui se battent, et il faut toujours faire des dons aux gens qui se battent, en tout cas pour des causes, si cette cause vous semble bonne. Quentin Loire, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes influenceur et puis vous avez fondé, alors c'est intéressant que j'en ai entendu parler, parce que le guide gaulois. Alors c'est quoi ? Vous avez suivi Astérix dans toutes les régions de France et de Navarre ou quoi ? Le guide gaulois, déjà gaulois parce qu'on a tous des souvenirs avec Astérix et Obélix, ouais. Et, de convivialité lors de leur banquet par exemple. Et le guide gaulois, c'est parti. La potion magique. Exactement. Mais ça, on essaye de pas trop en boire. C'est parti d'un constat, c'est qu'on parle beaucoup de notre patrimoine bâti, par exemple notre gastronomie, mais notre patrimoine vivant, que sont les fêtes et les traditions, on en parle assez peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon tour de France. Où je suis parti visiter les villages et leurs fêtes. Vous êtes parti un peu partout. Vous avez fait un vrai tour de France. Un vrai tour de France et qui continue. Je suis bientôt à 100 fêtes de filmer, parce qu'on filme pour les offices de tourisme, pour les comités des fêtes qui ont un besoin aussi en communication. C'était aussi ça l'idée. Ouais, c'est bien. De dire que souvent on a une affiche qui est placardée devant le village avec des couleurs criardes un peu passées, on va dire. Et aujourd'hui, c'est aussi de dire, de remettre en lumière de manière un peu plus actuelle nos fêtes, et de donner envie aussi aux gens d'y retourner. Alors, est-ce qu'elles sont vivantes, les fêtes, puisque vous avez fait un tour ? Est-ce que les gens y vont ? Est-ce qu'il y a toujours ce même engouement pour les fêtes ? Parce qu'on dit toujours maintenant, oui, la télé, le portable, Internet, etc., etc. Est-ce qu'il y a toujours, ou pas, dans ce que vous avez vu, dans les villages que vous avez traversés, ou les villes, il y a toujours cette envie de faire la fête traditionnelle, je parle. Alors je pense que oui, il y a quand même un retour aux fêtes. Il y a des difficultés de manière locale, par exemple sur les financements ou sur les bénévoles, mais vu que ce sont elles sont ancrées sur des territoires, et les gens ont quand même une certaine volonté de les vivre, parce que leurs parents y étaient. Je pourrais citer la fête de l'ours, où en fait c'est un jeune qui va être déguisé en ours, et souvent le père l'a fait ou le grand-père l'a fait. Ah oui, c'est où ça, la fête de l'ours? C'est en Catalogne française, dans le Val-Espire plus précisément. C'est dans 3 villages différents, Prats de Moyo en particulier. Et il y a un jeune qui se déguise en ours. En fait, il habille en ours. Ouais. Non, c'est lui qui vient poursuivre dans le village les gens présents, et il vient les mâchurer. Il est peint en noir, et il vient les tacher. Et c'est une vraie fierté pour ces jeunes-là, et surtout c'est une fête qui se passe sur une semaine, mais en fait qui se passe sur plusieurs mois, parce que il y a la préparation, il va y avoir l'élection de l'ours. En fait, ça fait vivre un village sur une longue période.
chaque année. Et vous pouvez citer d'autres fêtes comme ça que vous avez vues? Moi, la première que j'ai faite et qui m'a fait un peu rentrer dedans, c'est à côté de Lille. C'est la fête des louches à Comines. Et c'est tiré d'une histoire où, dans le beffroi, le roi, je crois, aurait été enfermé et il aurait lancé une de ses louches avec ses armoiries. Et c'est comme ça qu'on l'aurait retrouvé. Et aujourd'hui, tous les ans, du haut de la mairie, on jette des louches qui parfois font 80 cm, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, de vraies louches. Et les gens se chamaillent en bas pour les récupérer. Et c'est une vraie fierté. Il y en a qui m'ont montré, ils ont des louches depuis 20 ans au-dessus de leur cheminée. C'est-à-dire qu'il y a une vraie envie de garder ces traditions. Il y a une envie, et surtout un retour de l'envie, je pense. On a un peu perdu ça. Il y a eu quand même pas mal de fêtes qui ont disparu, mais je pense que les gens en ont un peu marre, ont un peu assez de cette standardisation de leur soirée, parce que au final on va toujours au même endroit, on vit la même chose et on a de moins en moins d'histoires à raconter. Et en fait, venir découvrir une fête qui parfois en fait sont à quelques minutes de chez nous. C'est pour ça aussi qu'on a du coup créé cette application du guide gaulois. Il faut aller sur leguidegaulois.fr. Comment c'est quoi? Nous, on est pour l'instant on est sur les réseaux sociaux. On est aussi sur Internet et surtout on peut télécharger notre application. Le guide gaulois. Le guide gaulois sur toutes les plateformes et on va recenser aujourd'hui 3000 fêtes de manière interactive et on attend aussi que les gens, s'ils ont une fête qui leur est chère, qu'ils peuvent nous la partager sur l'application. Je dis ça aux auditeurs de Sud Radio, aux résistants de Sud Radio, si vous avez des fêtes près de chez vous, appelez le guide gaulois, entrez en contact avec et dites-leur. Mais au fond, et ces 3000 fêtes ne se ressemblent pas, chacune à sa spécificité, celle que vous avez vue. Sur ces 3000 fêtes, cette application, pour retracer son histoire, c'est avec mon associé Thibaut, qui lui aussi est un amoureux des fêtes et qui lui a travaillé sur le développement de l'application, qui lui est breton. Et par exemple, en Bretagne, on va retrouver les fêtes nozes, qui vont être bien différentes d'une fête votive, parce que chacun a sa tradition. Et en fait, sur les 3000 fêtes, on a une richesse qui est incroyable, que ce soit les fêtes votives, les férias, les fêtes gastronomiques, parce que tout est une raison de faire la fête aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que c'est le patrimoine, la fête. C'est un patrimoine vraiment de l'humanité. D'ailleurs, il faudrait peut-être demander un classement à l'UNESCO. Je sais pas si ça servirait. Certaines fêtes l'ont fait. Par exemple, la fête de l'ours que je vous ai citée a été classée récemment au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ce qui lui permet aussi aujourd'hui de pouvoir rester ancré dans ce qu'elle est. Et on peut plus la bouger. On peut plus dire que on ne fera plus cette fête. Et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment patrimoniser toutes ces fêtes-là. Je suis bien d'accord. Merci Quentin Belloir. Écoutez, on va suivre ça. Et puis, quand il y a des fêtes intéressantes, appelez-nous. Et on dira aux auditeurs de Sud Radio, allez-y, festoyez, faites la fête. C'est la plus grande résistance aux mortifères et aux causes mortifères, bien sûr. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est... Oui, je ne sais pas si c'est de la connerie ou pas, mais vous savez, quelquefois on entend comme ça quelques intellectuels, bobos, gauchos. Mais c'est intéressant parce que c'est tellement significatif. Écoutez ce que disait un écrivain, François Bégodeau, qui parlait effectivement de féminisme, racisé, etc., etc. Écoutez-le parce que vraiment, enregistrez-le et écoutez-le parce que c'était tellement significatif des caricatures que l'on a aujourd'hui. Écoutez. L'emblème de ça ayant été par exemple les viols de Cologne, les fameux viols de Cologne, parce que les viols de Cologne dans cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre de je ne sais plus quelle année, il y a une dizaine d'années je pense, concernaient peut-être censément, enfin semble-t-il, d'un certain nombre de migrants, enfin des qui étaient là, quoi, et qui avaient malmené au bas mot quelques femmes blanches, et donc il y a eu un certain silence des féministes occidentales sur ce truc. Etc. Évidemment que c'est compliqué à arbitrer. Il y a quand même une parade à ça possible, qui est que ce qu'on entend parfois chez certains ou certaines intellectuelles un petit peu denses, à savoir que le patriarcat qui peut régner ou l'oppression qui est imposée aux femmes dans certaines configurations musulmanes ou dans la culture musulmane, ou en tout cas dans certaines de ses acceptions, ça peut être aussi un contre-coup
d'une oppression coloniale ou d'une domination que subissent ces populations-là, par exemple en France ou par exemple en Occident. Le survirilisme qu'on peut trouver dans certains quartiers populaires à forte densité migratoire, je sais pas comment l'appeler, en tout cas où on trouve beaucoup de racisés et donc beaucoup de musulmans, vient de la fragilisation de ces hommes par le pouvoir policier qui les harcèle depuis quand même un certain nombre de décennies. Voilà. C'est formidable. Vous savez pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est emblématique des trafiquants d'excuses. Formidable. Je veux dire qu'ils chosifient d'abord, je trouve, ils chosifient les musulmans. Si c'est pas du racisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est-à-dire qu'il dit, oui, vous comprenez, oui, il y a eu des viols à Cologne, etc., des soi-disant viols, on ne sait pas si c'était des viols et ça, de femmes blanches, mais il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que, c'est ce patriarcat est le contre-coup du colonialisme. Il n'y a aucune culture spécifique, il n'y a aucun enseignement spécifique, il n'y a pas de milliers de livres et de traités conclus sur le sujet. Non, non, non. S'il y a racisé, s'il y a viol, s'il y a survirilisation, c'est uniquement à cause, d'un côté, des policiers, évidemment des policiers blancs occidentaux, et de l'autre côté, à cause du colonialisme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ces braves bobos gauchos, soi-disant intellos, et essentialise une population entière en disant oui mais vous comprenez c'est pas leur faute, ben oui ce sont des enfants, on les a opprimés donc c'est normal, voilà, ça s'appelle la marchandise de l'excuse et c'est profilé vraiment, on entend encore ça dans certains réseaux, c'est assez terrifiant, enfin c'est comme ça, passons mais méditez là-dessus pour voir jusqu'où ça peut aller dans l'enfumage. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, après l'enfumage du bobo-gauchisme, le bon sens. Le bon sens de Mourad Boudjelal, Mourad Boudjelal a été effectivement à un moment donné, et on le sait, il a dirigé une grande équipe sportive, il est entrepreneur, et il était aux grandes gueules de RMC, et puis il était face à un syndicaliste de Sudrail. Et écoutez ce que veut dire vraiment le bon sens après les élucubrations excusatoires du bobo gaucho. Écoutez. J'ai rien contre vous, je vous connais pas, vous avez même plutôt l'air sympa, vous avez un bon look, mais vous êtes le symbole de pourquoi ce pays part en couille, quoi. Vous en rendez même pas compte. Moi, le train, je le prends toutes les semaines. C'est l'endroit où je suis le plus croyant. Parce que dans le train, je prie pour qu'il arrive à l'heure, je prie pour qu'il y ait de l'eau dans les toilettes, je fais que prier dans le train. Ça c'est mon premier problème. Et je prie pour que les prix du billet n'augmentent pas. Ah oui. Vous dites qu'on a 1,6 milliard de résultats. Oui, bien sûr, l'État envoie 20 milliards. C'est facile de faire des résultats. Quand l'État envoie 20 milliards, c'est le rapport de la Cour régionale. Voilà. Alors c'est facile de faire du bénéfice. Vous savez, quand le billet de train coûte à chaque Français. Vous allez me répondre parce que je vais pas être gentil et vous aurez envie de me répondre. Vous êtes représentant. Non, je vais pas être gentil avec vous. Parce que vous êtes le symbole de pourquoi ce pays ne marche pas. Vous êtes payé par la SNCF. Je suis certain que j'ai vu plus de TGV que vous dans ma vie. C'est certain. Les TGV, vous en voyez pas. Vous êtes payé, vous êtes des milliers de syndicalistes. Vous pensez sincèrement que dans le pays aujourd'hui, dans le bordel où nous sommes, dans la merde où nous sommes, la SNCF, la priorité nationale, si on trouve 1 euro dans les caisses de l'État, vous le croyez vraiment par rapport à d'autres? Mais vous êtes qui pour ça? Et deux, je vais vous dire, vous n'avez pas de courage. Parce que moi, je fais partie d'une génération ou quand je suis pas content, je me casse. Mais vous vous cassez pas et vous en êtes incapable. Parce que vous êtes trop bien, la SNCF. Vous êtes trop bien et ça vous permet de faire chier tous les Français en demandant et en revendiquant sans arrêt. Mais vous êtes incapable de quitter votre poste. Et si vous le quittez pas, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que vous avez peur du monde extérieur et que vous êtes dans un certain confort que vous voulez conserver et améliorer par rapport aux autres. Et voilà, vous avez entendu le bon sens de Mourad Boudjelal, face aux merveilleuses enluminures sémantiques de François Bégodeau. Entre les deux, votre cœur balance ou votre raison balance? Dites-le nous.